Fin avril 2023, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la grande contre-offensive ukrainienne du printemps, contre-offensive ou offensive d'ailleurs comme on veut, qu'on nous annonce les médias et les Ukrainiens, etc., nous annoncent depuis beaucoup de temps, et qui se fait attendre, hein. Mais bon, pour l'instant, on dit c'est normal, il a plu, donc le terrain n'est pas bon, le terrain est boueux, la Rasputitsa, etc. Bon, donc à patienter. Donc selon d'ailleurs un tweet que j'ai vu passer, qui serait, je crois que c'est Newsweek qui aurait trouvé dans les fameuses fuites du Pentagone une date pour cette contre-offensive, ça serait le 30 avril. Alors retenez bien cette date, hein, on a une date annoncée, le 30 avril. Alors bon, après ça, l'effet de surprise. Mais justement, je voulais vous parler de la stratégie des néocons avec cette offensive. Je vous en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la voir. Bon, je m'excuse aussi, j'en profite pour m'excuser pour les petits problèmes de son qu'il y a eu. J'espère qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. J'ai essayé d'améliorer les choses et de régler le problème. Donc a priori, ça devrait aller. Alors, donc je vous en avais parlé la semaine dernière, une stratégie qui vise à créer la panique dans le camp russe, dans le commandement russe. Et comme par hasard, voilà que un article de foreignpolicy.com, hein, donc un organe néocon de base américain, hein, nous est sorti, donc il est sorti cet article le 18 avril, donc voilà, il y a 2 jours. Donc je vous en ai parlé avant, hein, et donc le 18 avril, foreignpolicy.com nous sort un article magnifique qui s'appelle «Le jour le plus long de l'Ukraine», Ukraine's Longest Day. Donc les 24 premières heures de la contre-offensive attendue seront probablement décisives. Voilà. Alors voilà, on en revient à ce que je vous disais donc la semaine dernière, c'était bien cela. La stratégie, c'est de créer un effet de choc, un effet surprise, et pour provoquer la panique dans le camp russe. Alors dans cet article, on nous l'explique, hein, donc voilà, dans cet article, donc, on dit qu'on fait référence donc les 24 premières heures de la contre-offensive tant attendue de l'Ukraine pourraient être le jour le plus long. Alors bon, référence au film hollywoodien, hein, sur l'invasion de la France par les Alliés, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, on appelle ça la libération, enfin bon, c'est l'invasion par les Alliés de la France en juin 1944. Donc le jour le plus long, le film, donc un film sur le débarquement en Normandie. Bon, voilà, on dit que Rommel savait que la phase initiale d'une attaque façonne souvent le caractère du combat ultérieur, décide de la victoire ou de la défaite et détermine l'impact stratégique d'une offensive. Donc, je cite une traduction automatique de l'article de foreignpolicy.com. Alors, je vais prendre le passage le plus intéressant de l'article, hein, il est un peu long, bon, je vais vous le lire quand même en traduction sommaire, hein. Donc, je cite l'article, hein, il n'y a peut-être qu'une seule façon pour l'Ukraine d'échapper au fléau de l'attrition dans les heures d'ouverture de la prochaine offensive. Déclencher une paralysie chez les dirigeants militaires russes et paniquer et créer la panique dans les rangs russes. Les plus grandes chances de succès de l'Ukraine viendront si les soldats russes s'éloignent pour s'enfuir des forces ukrainiennes qui avancent sans mener le combat. Donc on espère recréer le même effet que quand on a fait l'offensive sur le nord à Kharkov. Je continue. Même si la corrélation des forces était avantageuse pour l'Ukraine, cela ne suffirait pas à lui seul pour en obtenir les effets. Au contraire, des facteurs intangibles, tels que la surprise tactique, le leadership sur le champ de bataille et le moral au combat, seront probablement décisifs
au cours des 24 premières heures de l'attaque. Ces facteurs intangibles aideront à définir si les Ukrainiens réussissent à paniquer les Russes, à faire paniquer les Russes. Pas seulement les armes. En paralysant les dirigeants militaires russes et en provoquant une panne temporaire du commandement et du contrôle. Dans ce scénario, des colonnes de blindés ukrainiennes perforent les défenses russes en couches, avancent rapidement vers l'arrière russe et menacent les nœuds de commandement et de contrôle, comme le quartier général militaire ou les centres d'approvisionnement, aggravant la panique et la paralysie. Voilà, la stratégie néocon pour donc créer la panique dans les rangs russes, et pourquoi pas, donc, et par effet de boule de neige, hein, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, par effet de boule de neige, créer la panique à Moscou, au Kremlin, dans l'administration russe, au ministère de la Défense et dans le bureau de Poutine. Et donc essayer de... Donc par ce biais-là, en 24 heures, faire tomber le régime de Moscou. Voilà. C'est la stratégie. C'est la stratégie néocon. Voilà. Donc, alors bon, on peut juger que c'est complètement illusoire. Mais avec l'aide de la puissance, et eux, je pense, et donc je le dis, ils comptent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait référence au film hollywoodien, parce que c'est un scénario hollywoodien. Et on compte sur la puissance médiatique, c'est ça la principale force de l'Occident collectif, c'est sa puissance médiatique de propagande. Et donc on compte là-dessus pour faire mousser énormément cette offensive et créer un effet psychologique qui fera paniquer la direction russe et jusqu'à faire tomber Poutine et le régime. Alors voilà, c'est exactement ce qui a été fait dans l'offensive de septembre à Kharkov, et bon, ça n'a pas créé... Bon, mais par contre, ça n'a pas créé la panique à Moscou, mais ça a permis une grande offensive médiatique, un grand raoult de tous les médias, LCU et compagnie, qui nous ont fait des caisses et des caisses sur la grande victoire, etc., alors que c'était simplement un retrait stratégique hein, des Russes. Alors la fin de l'article, je vous lis la fin, le dernier paragraphe de l'article. Bon, vous pourrez retrouver facilement cet article pour les anglophones, ou si vous le faites traduire par une traduction automatique, hein, comme j'ai fait moi. Et pour pouvoir le lire en entier, il n'est pas très long et il est très intéressant. Alors je vous lis le dernier paragraphe pour bien comprendre. Donc je cite, « Les 24 premières heures de la prochaine offensive de printemps pourraient en effet être le jour le plus long pour l'Ukraine. À long terme, les forces armées ukrainiennes auront du mal à échapper au creuset d'attrition de cette guerre terrestre axée sur l'artillerie. Les Ukrainiens pourraient obtenir un succès tactique s'ils sont capables de provoquer une paralysie des dirigeants militaires russes et une panique parmi les troupes, déclenchant une déroute dans la phase d'ouverture de la contre-offensive. Que cela soit suffisant pour que l'Ukraine réalise des gains stratégiques à long terme et encore moins gagner la guerre est une autre question. » Voilà, c'est la fin de l'article. Alors, ils essaient quand même d'être assez réalistes, ils se disent, ça va pas... cette stratégie ne va pas faire gagner la guerre à l'Ukraine, mais ça pourrait être une bonne occasion de faire une grande opération médiatique, une grande opération de propagande, pour montrer que le commandement russe est en panique, voilà, que les Russes sont complètement débordés. Voilà. Et donc voilà la stratégie. Mais pour cela, il faut bien comprendre que le point capital, ce sont les médias, la puissance médiatique du camp occidental. La puissance. Et ils vont compter là-dessus pour essayer d'influencer la Russie, en fait. Influencer la Russie par une campagne énorme. Voilà. Même si l'avancée ukrainienne est modeste et ne donne pas grand-chose, les médias en feront quelque chose de grandiose
quelque chose d'hollywoodien, le jour le plus long de l'Ukraine. Voilà, voilà. Alors, je voulais, après cela, je voulais revenir sur la centrale de Zaporozhye, la fameuse plus grande centrale nucléaire d'Europe, etc., dont on nous a fait toute une histoire, hein, donc l'an dernier, avec des sketchs inénarrables, la fameuse, le fameux reportage de France Télévisions sur les cheminées qui confondaient avec des fusées. Bon, enfin, c'est Maris Burgot qui continue à nous sortir ces reportages fabuleux. Ça n'a absolument eu aucune conséquence pour elle, hein. Elle avait confondu simplement des cheminées d'un bâtiment avec des fusées plantées dans le toit d'un bâtiment. Enfin bon, vous en souvenez, je suppose. Et ça restera dans les mémoires comme un des plus gros bobards, c'est le plus gros bobard de cette guerre. Et c'est de l'œuvre du service public, hein, de la télévision, pour lesquels vous payez les impôts, mes chers amis, et nous payons tous. Et voilà. Bon. Alors je voulais vous parler de la centrale nucléaire de Zaporozhye parce que on vient d'apprendre par un article de CNN que les États-Unis avertissent la Russie qu'il ne faut pas toucher à la centrale parce que la centrale nucléaire de Zaporozhye posséderait une technologie nucléaire sensible appartenant aux États-Unis, selon CNN. Ah, bah ça explique tout. Alors pourquoi donc les Ukrainiens ont été poussés comme ça à faire des offensives avec des bateaux, envoyer 600 hommes dans des bateaux à travers le Dniepr, hein, qui est très large à cet endroit-là, pour essayer d'attaquer cette centrale, de faire un débarquement, de la prendre de vive force, etc. Bon, mais voilà, non, l'explication, hein, c'était sur ordre du département d'État américain, hein, parce que il y aurait une technologie américaine apparemment très sensible, hein, qui serait dans cette nucléaire, hein, du nucléaire civil, mais une technologie importante pour les Américains qui veulent surtout pas que les Russes s'approprient ou touchent, enfin bon. Et donc cet article de CNN nous l'explique. Et maintenant on comprend, alors maintenant on sait pourquoi cet acharnement à vouloir reprendre cette centrale. On a une explication en tout cas grâce à CNN. Merci CNN. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un G7 en ce moment au Japon. Un G7 des ministres des Affaires étrangères du G7. Alors on y retrouve notre ministre Colonna, hein, l'inénarrable, absolument transparente et d'une nullité impressionnante. Alors bon, il y a Blinken, hein, évidemment, le grand maître de cérémonie. Il y a Baerbock, hein, Nalena Baerbock, l'infernal ministre des Affaires étrangères verte de l'Allemagne, etc. Bon, et puis tous les 7 pays donc, du G7. Et donc, bon, bah, personne n'a entendu parler, c'est bien la preuve que c'est plus le G7, hein, non, c'est les BRICS hein, que tout le monde, qui intéresse tout le monde, c'est les sommets des BRICS, le G7. Hein. C'est fini, c'est en train de s'effondrer. Alors bon, ils ont fait une... Alors là, le ministre des Affaires étrangères britannique, James Cleverly, nous a gratifié d'un magnifique selfie dans un train à grande vitesse. Alors, ils appelaient le Bullet Train in Japan, le Bullet Train en référence au film avec Brad Pitt. Il nous a fait un tweet alors, avec un magnifique selfie avec toute la bande, la bande des 7. Hein, voilà, bon. C'est grotesque. Hein, je vous mettrai l'image, hein, c'est assez marrant à voir. Et bon, Blinken a fait un discours hein, qui restera, qui va peut-être rester dans les mémoires, parce qu'il a fait un discours pour appeler au désarmement, à la désescalade nucléaire, en prenant comme référence les souffrances du Japon, Hiroshima et Nagasaki. Mais il a eu quand même l'outrecuidance de ne pas rappeler qui avait bombardé Hiroshima et Nagasaki avec des armes nucléaires. Quel pays qui l'a fait? Non, ça, non. Blinken ne le dit pas. Alors, il fait ça au Japon, en plus.
Alors, on peut considérer que c'est quand même assez insultant pour le Japon de faire ce genre de rappel et en oubliant de dire qu'on l'a fait soi-même en fait. Le crime, il a été commis par son propre pays, Blinken. Donc, bon, voilà. C'est, ça, quand même, ça a assez mal passé, hein, je vous le dis, c'est assez mal passé. We, as G7 countries, are committed to maintaining and strengthening disarmament and non-proliferation efforts toward a more secure, stable, and safer world. Um, we'll be convening, as you noted, at a leaders level in Hiroshima, which, together with Nagasaki, offers the most powerful reminder of the unprecedented devastation and immense human suffering that the people of Japan experienced as a result of the atomic bombings in 1945. The overall decline in global nuclear arsenals has to continue and must not be reversed. Alors après, ensuite, il est parti au Vietnam, Blinken. Bon, parce que le G7, bon, après ça, le G7, ça a été toujours le même, les trucs, les machins, l'écologie, la croissance verte, et toutes ces conneries. Tous ces trucs super, en fait, c'est génial. Loin de moi l'idée de critiquer. Alors, donc, bon, on passe, sans grand intérêt. Ensuite, donc, il a été au Vietnam, Blinken. Et au Vietnam, il a été reçu donc, par le Premier ministre vietnamien. Alors, bon, vous le savez, le Vietnam, c'est un pays communiste, hein. Et c'était une image, j'ai retenu une image marrante quand même. C'est que normalement, dans un sommet comme ça, quand on reçoit le secrétaire d'État américain, on, on met ça en scène avec un petit drapeau du pays accueillant, hein, le Vietnam ici en l'occurrence, et derrière le secrétaire d'État américain, un drapeau américain. Et là, ils ont oublié le drapeau américain en fait. Vous pouvez voir l'image. Il y a le drapeau vietnamien hein, derrière le Premier ministre vietnamien, mais pour Blinken, ils ont oublié le drapeau américain. Bon, ça, à mon avis, c'est pas du tout, c'est pas du tout un hasard. Hein. C'est pas une erreur. Hein. C'est pas un oubli involontaire. Hein. À mon avis, c'est tout à fait volontaire de la part des Vietnamiens. Et à mon avis, c'est parlant. Hein. Ça dit des choses. C'est comme ça des petits signes hein, qui parlent. Bon, alors sinon, on a eu des manifs, des manifestations en Angleterre. Manifestations contre l'envoi d'obus à l'uranium appauvri, donc devant le cinéma, enfin devant le. Là, ça s'est passé où déjà? Bon, enfin, bon, il y avait, oui, devant l'ambassade d'Ukraine, je crois. Les manifestants sont sortis avec des pancartes non aux obus britanniques à l'uranium appauvri pour l'Ukraine. Arrêtez la guerre de l'OTAN, ce n'est pas notre guerre, pas un sou de plus pour le régime de Zelensky, etc. On voit que bon, il y a quand même des gens qui. En Angleterre, il y a quand même des gens qui réagissent. Hein. C'est rassurant. Alors sur le front, on sait que Bakhmut est de plus en plus en serré là. Il semblerait que la partie ouest de Bakhmut qui reste encore sous contrôle ukrainien, hein, c'est un quart de la ville hein, à peine, hein, qui reste encore sous contrôle ukrainien à l'ouest. Il semblerait que les mâchoires se resserrent et que bientôt les troupes qui y sont seront complètement prises au piège. Et pour l'instant, les armes occidentales n'y font rien. Hein. Et alors les fameux léopards, hein, on a de nouveaux, je crois que là, le Danemark et les Pays-Bas ont envoyé 14, bon, 14 sur léopards. Alors c'est les meilleurs chars du monde, hein, soi-disant. Donc bon, ça va peut-être faire gagner la guerre à l'Ukraine, hein, on ne sait pas, 14 chars, hein, peut-être. Hein. Bon, la Russie en a 12 000, mais 14 chars léopards, c'est pas rien. Hein. Mais on a eu la première perte d'un char léopard. Et oui, le premier char léopard détruit. Ça y est, c'est fait. Mais c'était pas en Ukraine. C'était pas en Ukraine, ça s'est passé en Pologne. Pendant des exercices d'entraînement, il y a la tourelle d'un char léopard qui s'est décapsulé. Vous pourrez voir sur les photos, hein, je vais vous mettre les photos.
Donc pendant une séance d'entraînement des soldats ukrainiens, des tankistes ukrainiens, bon, parce qu'il faut quand même les former pour s'habituer à ce matériel occidental, donc ils connaissent pas du tout. Et là, bah, bam, la cabine, apparemment, il y a des problèmes cette tourelle, hein. La cabine, la tourelle, donc la tourelle du char Léopard qui a popé. Bon, il y a des problèmes, hein. Les Turcs, c'était déjà plein en Syrie, parce que les Turcs ont un grand nombre de chars Léopard et qu'ils avaient envoyé donc faire pour combattre les Kurdes, hein, dans le nord de la Syrie. Et apparemment, il y a eu quand même quelques tourelles qui se sont envolées comme ça. Et les Turcs s'en étaient plaints un peu aux Allemands qui avaient dit ah, mais bon, nos chars sont quand même les meilleurs du monde, hein. Enfin, en tout cas, première perte d'un char Léopard ukrainien, hein, offert par l'Allemagne. Mais c'était pas en Ukraine encore, hein, c'était en Pologne. Voilà, alors bon, voilà, sinon alors, la guerre de religion continue de plus belle, hein. Je vous offre une vidéo pour voir un peu ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors les tenants de la nouvelle religion orthodoxe pro-Zelensky, qui saccage une église orthodoxe traditionnelle russe, hein, donc ukrainienne, hein, mais d'obédience orthodoxe traditionnelle. Alors bon, les images sont assez impressionnantes, hein. On perd des casseroles, bon, c'est assez particulier. Pour des hommes de foi, c'est assez particulier. On se demande vraiment ce que ces gens ont dans la tête. Enfin, bon, vous pourrez en juger par vous-même. Les images sont assez parlantes. Alors sinon, on a Joseph Borrell. Alors bon, je passe, hein, d'un truc à l'autre, j'essaye d'aller assez rapidement parce que forcément, comme il y a pas mal d'infos, ça risquerait de faire une vidéo très longue après. Donc Joseph Borrell, le fameux, celui qu'on appelle Jungle Joseph, hein, Jungle Joseph, le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Ça me fait toujours rire. Ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Bon, lui, il n'était pas au G7, hein. Il n'a pas été au G7 parce que il avait chopé un petit truc dont il ne faut pas parler, une petite maladie là, qui a fait des ravages pendant 3 ans. Un petit cafard là qui lui a bouffé, voilà. Bon, alors du coup, il est pas allé, il a fait une vidéo, il a fait une intervention en duplex, en vidéo, au G7 du Japon, mais il est resté à Bruxelles. Et il nous a fait aussi un petit tweet sur les céréales ukrainiennes. Alors, il dit les conséquences de la guerre nous touchent tous. La Russie bloque encore une fois plus de 50 navires transportant des céréales nécessaires de toute urgence dans la mer Noire. L'UE soutient les efforts de l'ONU et continuera à faciliter les exportations par le biais des voies de solidarité de l'UE qui ont apporté 25 milliards de tonnes de céréales dans le monde. Alors bon, il essaye de nous faire croire que c'est les céréales ukrainiennes qui vont sauver. On a déjà essayé, hein, il essaie de continuer avec ce narratif. Les céréales ukrainiennes vont sauver l'Afrique de la famine, etc. Alors qu'on sait très bien qu'elles vont en Europe, hein, et on le sait d'autant plus que récemment, il y a eu des grandes manifestations des agriculteurs céréaliers en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie, dans plusieurs pays de l'Est, de l'Europe centrale, pour protester contre ces importations à bas prix, qui donc concurrencent de façon déloyale les productions locales de céréales et qui crée chez les agriculteurs de ces pays une situation catastrophique. D'autant plus
Donc on a appris que dans ces céréales qui sont exportées donc, en Pologne, en Slovaquie, etc., on a des céréales impropres à la consommation. Des céréales qui sont normalement des céréales techniques qu'on utilise pour l'agrochimie, les biocarburants, etc. Mais pas du tout pour la consommation humaine, parce qu'elles sont pleines de pesticides et totalement impropres à la consommation. Mais c'était caché. Les Ukrainiens, on les exportait comme des céréales pour la consommation. Donc attention à ce que vous mangez. Attention que ce ne soit pas des céréales ukrainiennes, hein, je vous conseille. Alors bon, ces céréales, on le sait, elles ne vont pas en Afrique, hein. Les céréales qui vont en Afrique viennent en général de Russie plutôt. Mais les céréales ukrainiennes, elles vont en Europe, hein, beaucoup en Europe de l'Est, hein, mais aussi en Espagne, hein, on en a pas mal hein, qui sont exportés sur l'Espagne. Et c'est pas, voilà, c'est pas des pays où il y a la famine, hein. Mais Joseph Borrell essaye de nous faire croire, malgré ce qu'on a appris et la réalité, voilà. D'ailleurs, on a voilà ce tweet de Eva Vlardingerbrock, bon, alors c'est imprononçable, mais vous m'excuserez, qui est passé chez Tucker Carlson sur Fox News, qui est une spécialiste un peu de la défense des agriculteurs aux Pays-Bas. Vous savez, aux Pays-Bas, les agriculteurs sont attaqués par le pouvoir, on les oblige à vendre leurs terres, à les mettre en jachère, à vendre leur bétail. En fait, on les condamne à plus ou moins long terme à la mort. Mais pendant le même temps, le gouvernement néerlandais, alors c'est ce que nous dit Eva, le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il accordait une aide de 100 millions d'euros aux agriculteurs ukrainiens. Magnifique. Tout en dépensant des milliards pour la destruction des agriculteurs néerlandais. Voilà, et comme elle nous dit, nous sommes gouvernés, comme nous dit Eva, nous sommes gouvernés par la pire des pires racailles mondialistes. Mark Rutte, tu me rends malade. Mark Rutte, c'est le Premier ministre hein, néerlandais. Donc voilà, bah oui, je comprends Eva, je comprends sa colère, et c'est quand même scandaleux. Tout en donnant 100 millions d'euros pour aider les agriculteurs ukrainiens, on dépense des milliards pour faire crever la gueule ouverte ces pauvres agriculteurs néerlandais. Bon, les agriculteurs français, vous inquiétez pas, votre tour viendra. Pour l'instant, c'est les Pays-Bas qui servent de laboratoire pour ce projet. C'est le projet de Davos, hein, un projet de destruction de tout ce qui fait notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. Et bon, bientôt vous mangerez des insectes, hein. C'est le projet, vous inquiétez pas, Klaus Schwab a tout prévu, Ursula aussi, et voilà. On y va tout droit, la France est bien placée d'ailleurs dans ce marché, et donc voilà, bon, c'est clair qu'on y va. Alors je vais finir par une petite note sourire avec Elon Musk, hein, notre ami Elon, j'espère que sa fusée va réussir son vol, c'est magnifique, hein, c'est un engin impressionnant. Mais moi je voulais revenir sur le fait que bon, il a eu l'excellente idée de mettre un petit label financé par le gouvernement sur les comptes Twitter des chaînes occidentales comme la BBC, la CBC donc au Canada, etc. Et la chaîne suédoise aussi, la chaîne publique suédoise. Et toutes ces chaînes ont décidé de retirer leur compte Twitter. Elles ne sont pas contentes qu'on la labelle, qu'on dise la vérité en fait, qu'ils sont financés par le gouvernement. Non, on n'est pas financé par le gouvernement. Alors, pour ce qui est de la CBC, donc la chaîne publique canadienne, Justin Trudeau a cru nécessaire d'intervenir dans un discours et de dire que c'était un scandale, de dire que la CBC était financée par le gouvernement canadien. C'est pas vrai, elle n'est financée qu'à moins de 70%. Alors, notre ami Elon, il a dit, bon d'accord, puisque c'est financé... Alors il a mis 69% financé par le gouvernement. En label, ah bon, depuis ils ont fermé leur page. C'est l'humour. J'aime bien l'humour d'Elon Musk, hein. J'avoue que c'est un humour que j'aime bien, hein, ça me plaît bien.
Bon, écoutez, les amis, je vais en rester là pour aujourd'hui, et puis je vais vous souhaiter un bon week-end, hein, un peu en avance, on est jeudi. Mais voilà, et puis qu'on va bientôt se retrouver. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de penser à me mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup pour le référencement, il paraît. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, si vous regardez cette vidéo, je sais que beaucoup des gens qui regardent ces vidéos sont pas abonnés, donc ça coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Si jamais vous voyez une publicité qui apparaît, c'est pas de ma faute, alors vous pouvez l'effacer, la zapper tout de suite, hein, je vous conseille, hein, zapper là, moi ça m'apporte rien du tout. C'est YouTube, hein, bon, c'est pas moi. Et, donc voilà, donc vous pouvez donc vous abonner, liker cette vidéo, allez voir le blog noir de Brocéliande, hein, vous avez les liens en dessous dans la description. Le blog noir de Brocéliande, le site Vieille Stratégique de Sylvain Ferreira pour avoir toutes les infos sur le front, les vidéos, etc. Et si vous êtes sur Twitter, abonnez-vous à la page Twitter de Jacques Frère. Donc vous avez le lien en dessous dans la description, vous pouvez vous appuyer sur plus, là, hop, vous avez tout. Et donc le lien dans la description pour la page Twitter de Jacques Frère, le site Veille Stratégique, le blog noir de Brocéliande, et puis aussi, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez, alors vous avez aussi les liens dans la description, sur Tipeee, ou via PayPal directement, ou aussi par un petit super thanks, hein, je sais pas comment le dire en français, un petit merci dans un cœur que vous avez juste en dessous de la vidéo, là, vous avez un petit cœur avec merci. Et si vous préférez, vous pouvez me faire un petit don par ça m'aidera. Grâce à ça, j'ai pu améliorer un peu la qualité de mes vidéos. J'espère que maintenant le son est meilleur. J'espère que tout est mieux. Alors bon, c'est plus compliqué de les faire dehors, hein, de les faire à l'extérieur, dans le jardin, comme je faisais avant. Bon, c'était bien, les gens appréciaient, mais bon, là maintenant, avec un peu la nouvelle configuration, c'est un peu plus compliqué. Alors je fais ça dans mon bureau, dans la bibliothèque, vous voyez. Et puis je vous dis merci, et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures, et bonjour chez vous.